et nous avons procédé plutôt par des frappes ciblées, chirurgicales, pour détruire des engins à l'intérieur qui pouvaient leur permettre de venir attaquer à nous. Donc la frappe chirurgicale, en fait, a été faite au sein de la base de Tobin. Parce que c'est à Tobin ils sont. Les frappes chirurgicales là, sont faites dans la base. Vous voulez voir le devant de la frappe chirurgicale? Parce que je ne pense pas que le camp de Tobin est un camp qui est gigantesque. Je ne pense pas. C'est un camp. Ça c'est sûr. Mais ce n'est pas l'un des camps africains les plus gigantesques. Et si les frappes sont chirurgicales là, il y a forcément des dégâts collatéraux. Parce que si des munitions sont dans le stock d'armes, ça explose en pleine ville. On est d'accord? Parce que c'est par les airs les gars ont attaqué. Est-ce qu'ils sont rentrés dans le camp de Tobin? Quand on dit frappe chirurgicale là, c'est quoi? C'est pas d'en haut. Donc s'ils sont cachés, par exemple, ils ont caché des armes dans la poudrière là, quand tu tapes là, il y a des dégâts collatéraux, parce que ça explose. Il y a des trucs explosifs dedans. Est-ce que c'était le cas? Et normalement, si c'était le cas, même ça pourrait toucher les maisons voisines. On est d'accord? Moi, j'essaie de réfléchir. Hein? D'accord? Bon, on va aller sur sa base de frappe chirurgicale. On y va. Nouveau, parce qu'ils avaient le plan de venir prendre possession de l'aéroport et autres, donc il fallait tout de suite finir. Donc, les gars devaient prendre l'aéroport. Les gars, là, ceux qui sont venus attaquer, là, ils devaient prendre l'aéroport. S'ils prenaient l'aéroport, ils allaient certainement avoir le dessus pour le contrôle de l'espace aérien et interdire tout survol de leur... Est-ce que vous comprenez le film même en fait? Attendez, on va aller... Moi je vois tout le film en fait. Donc, il nous dit que les gars là, qui ont fui du palais, qui sont là à la télé, qui ont commencé à 2 h du matin là, devaient prendre l'aéroport. Donc, il fallait en finir. Donc, ils ont appelé la force sous-régionale et internationale. L'armée béninoise a appelé la force internationale et sous-régionale. On y va, on écoute. Avec cela, et quand il y a eu les frappes, déjà, ceux qui étaient dans la balle ont pris la clé des champs. Et la balle était vidée, et puis... On nous dit qu'ils ont frappé là. Les gars qui sont venus attaquer là, ils ont fui. Mais on nous disait avant qu'il y ait les frappes que l'armée béninoise était autour du camp de Tobin. Donc normalement les gars devaient rester autour du camp de Tobin. Comment il y a frappe en haut et avec avion, vous êtes autour et les gars fuient. Et puis vous les attrapez pas. Non mais... Ça soit vous les abattez, soit vous les prenez la main dans le sac. Non, je essaie de comprendre. Non, je peux me tromper les gars. Mais dites-moi si je me trompe. Vous demandez la peine des gens dans l'air. Eux dans les airs, ils viennent, ils bombardent. Vous êtes autour avant que les gens viennent bombarder. Normalement, quand ils bombardent là, ce soit ceux qui s'échappent là, vous les abattez ou vous mettez la main sur eux. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Puisque tous sont allés se réfugier dans le cas de Tobin. N'est-ce pas? C'est l'officier supérieur qui dit, hein. Ou soit moi je comprends mal le français. D'accord? On va continuer, on va écouter. Écoutons. Après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du camp d'Anada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan. Je remets la partie là. Qui pouvait leur permettre de venir attaquer à nouveau parce qu'ils avaient le plan de venir prendre possession de l'aéroport et autres. Donc il fallait tout de suite finir avec cela. Et quand il y a eu les frappes, déjà, ceux qui étaient dans la balle ont pris la clé des champs. Et la balle était vidée. Et puis, c'est après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du camp d'Anada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avions si bien commencé. Alors, c'est intéressant. Donc, les forces d'Alada, de Ouida, plus lui-même son unité, étaient autour du camp Tobin. Frappe chirurgicale. Les frappes sont faites par le Nigeria. Avions de renseignement aussi, avant aussi, parce que la France, au début, ils n'ont pas dit qu'ils étaient sur le territoire. C'est quand ça est sorti là, ils ont dit qu'ils ont intervenu ouvertement. Les forces spéciales françaises venant d'Abidjan, nous on a cru qu'ils étaient à Boaké, puisque Ouattara nous a dit qu'il n'y en a plus. Et quand on dit Abidjan là, d'accord, c'est Port-Boué, parce qu'il y a le camp, le centre de formation terroriste de Jacquesville et autres, d'accord. Mais par la suite, vous allez entendre que les gens disent qu'ils viennent de Port-Boué. Bref,
Ça, c'est la politique interne de la défense de la Côte d'Ivoire. Si vous avez des soldats, même à Koumassi ou à Djamé, qui sont français, n'ayez pas honte. Mais ne venez pas dire ici que vous êtes souverain. Ou que vous décidez de... Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous voulez faire comme certaines personnes? Vous n'êtes pas obligé. Chacun assume d'aller son partenaire. Si vous, c'est l'armée française aujourd'hui qui fait votre défense, dites que vous êtes protégé par les Français. Il n'y a pas de mal. Mais ne cherchez pas à faire comme les autres. En fin de compte, vous êtes tout autant dans le même populisme. Ce que vous critiquez des autres, c'est ce que vous faites. Bon, bref, je ne suis pas venu m'apaisantir sur ça. Donc, il y a une intervention pour faire le ratissage. Qu'est-ce qui retombe de ce ratissage? On veut essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il en est de ce ratissage? Évoluons. Écoutons notre très cher général Théodoré maintenant. Combien d'avions nigérians sont intervenus ce dimanche après-midi pour neutraliser les mutins? Oui, pour neutraliser les mutins, il y a eu un avion, mais cet avion a été utilisé à plusieurs reprises. L'avion a fait plusieurs tours pour bien achever le travail et de manière efficace parce que quand le ratissage a été fait, il n'y a vraiment pas eu d'habitations, d'environnement qui ont été atteintes. Donc ça veut dire qu'il n'y a eu aucune déflagration qui s'est passée. C'était tellement les frappes étaient chirurgicales, aucune maison n'a été atteinte. Aucune maison n'a été atteinte, rien du tout. Donc ils font leur ratissage. Écoutez. Bon, voilà. Est-ce que vous avez eu aussi le concours d'un avion d'observation français? Tout à fait. Nous avions eu le concours. Vous voyez, c'est Boisbouvier qui mène l'interview. C'est-à-dire que c'est lui qui dit voici ce que tu dois dire. Sinon, normalement, quand on te dit les avions dans les airs, toi tu es un officier supérieur, tu devais dire en prélude de l'intervention de l'armée nigériane, les Français nous ont fourni du renseignement par leur truc. C'est-à-dire que si Boisbouvier ne parlait pas de ça, l'officier supérieur du Bénin n'allait jamais sortir cette information. Parce que quand on dit combien d'avions ont eu intervenu pour l'opération, oui, 3 à 4 avions ont intervenu, mais en prélude de l'intervention, d'accord, les forces françaises nous ont donné du renseignement avec leur avion. Mais c'est quand Boisbouvier revient dessus maintenant, il dit oui, bien sûr. Bon, nous on le savait déjà de toutes les façons. Mais quand tu vas parler, on dit toi tu es qui? On préfère écouter ceux qui sont en tenue. C'est l'Afrique, c'est comme ça. On regarde l'homme selon son apparence et sa tenue. Mais on n'aime pas faire les recherches. Écoutons encore. Beaucoup d'un avion de reconnaissance du côté français qui nous a permis en fin de journée de déterminer exactement la position des mutins et qui nous a renseigné de manière précise sur leur position. Et vous avez eu aussi le concours de forces spéciales françaises, dites-vous, venu de la base de Port-Bouët à Abidjan, c'est ça? Oui, je vous le confie. La base de Port-Bouët. Quelle base française qu'il y a à Port-Bouët? C'est quelle base? Parce que je sais qu'il y a une base qui s'appelle Thomas d'Aquin, non? Il y a 1 an, tout le monde ici en Côte d'Ivoire fêtait pour dire la Côte d'Ivoire est souveraine, elle décide qui... Non, attendez. Mais moi je ne comprends pas. On dit la Côte d'Ivoire est souveraine, la Côte d'Ivoire décide qui est sur son territoire, la Côte d'Ivoire fait voilà, Thomas d'Aquin, on a vu des experts en cravate sur les plateaux pour dire Ouattara, il est différent de l'AES, il parle peu, il agit. Port-Bouët, il y a combien de Port-Bouët en Côte d'Ivoire? Non, dites-moi, il y a combien de Port-Bouët en Côte d'Ivoire? Combien de Port-Bouët en Côte d'Ivoire? Mais les Ivoiriens là, vous qui êtes évolués, qui êtes intelligents, vous qui n'êtes pas sauvages, vous devez demander des comptes aussi comme les Béninois à vos dirigeants pour dire il y a quelle base encore à Port-Bouët? Et puis vous ignorez, pour votre propre sécurité, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, vous devez demander à Ouattara, il y a quelle autre base? Parce qu'on sait qu'il y a une base qui a été fermée. Toi-même, Ouattara, tu l'as dit dans ta bouche, qu'ils vont partir, c'est fermé, vous êtes passé un autre siècle. C'est quelle autre base de Port-Bouët? Il y a combien de Port-Bouët? Ben, il y a un Port-Bouët virtuel que vous ne connaissez pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'émotion là, elle est nègre. Quand vous écoutez une interview, regardez votre calme et puis le diable se tourne dans les détails. C'est parce qu'on est endormi. Enlevez le colis qui est dans vos yeux et puis écoutez bien. Le diable se cache dans les détails. C'est de quel Port-Bouët on parle? Moi, je connais Port-Bouët, oui, vers l'aéroport. Un Port-Bouët 2, à Yopougon. Ah, peut-être c'est ça qui paye. Parce que franchement, je ne comprends pas. Donc, il y a une base à Port-Bouët où des forces spéciales françaises sont en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Il n'était pas au courant. Ok, c'est Boisbouvier. Comme Boisbouvier, c'est un blanc. Hein? Comme Boisbouvier, c'est un blanc. Bon, croyons le blanc. Moi, je suis un nu. On y va. Je remets un peu pour que vous entendez. Faut pas dire que c'est l'intelligence artificielle. Renseigner de manière précise sur leur position. Et vous avez eu aussi le concours de forces spéciales françaises, dites-vous, venu de la base de Port-Bouët à Abidjan, c'est ça? Oui, je vous le confirme. Et c'était en fin de journée. Ils sont arrivés effectivement, ces forces spéciales françaises qui sont arrivées en fin de journée où ils ont concouru au ratissage. Il y a une bonne réponse. Monsieur Louis Fadel nous dit
Les forces spéciales françaises basées au camp Thomas d'Aquin donnent l'instruction militaire au FDX ivoirien. Ok. Le camp Thomas d'Aquin, c'est un camp d'instruction ou c'est un camp militaire? Attendez, il y a quelqu'un, ne le bloquez pas. Hein. Il y a un Louis Fadel, il dit les forces spéciales là, sont au camp Thomas d'Aquin pour instruire les Ivoiriens qui sont dans le camp. Je demande, ce camp-là est un camp militaire ou c'est une école? C'est un camp d'instruction? C'est un camp d'instruction, parce que je ne sais pas si vous comprenez en fait. C'est un camp, c'est une école, c'est pas un camp d'instruction, mais une base. Ok. Tu sais comment fonctionne une base militaire? Je vais t'expliquer. Une base militaire, ce sont déjà des militaires qui sont là, des militaires aguerris. Sous-off, officiers, on peut avoir des coopérants. Des instructeurs, on ne peut pas avoir 200 instructeurs. C'est impossible. Dans un camp ivoirien, on ne peut pas avoir 200 instructeurs français. On ne peut même pas avoir 100. On ne peut même pas avoir 50 soldats français pour la coopération. Dans un camp militaire ivoirien, je n'ai pas dit un camp militaire ivoirien. Donc, de quoi tu parles en fait? C'est quelle instruction qui fait qu'on est 200 forces spéciales? C'est quelle instruction spéciale en fait dans ce camp? Peut-être je ne connais pas. Et puis, c'est 200 forces spéciales françaises qui y sont. Ah bon? Il faut que je te dise la vérité. Tu peux me dire quelques coopérants pour former là. Un instant, s'il vous plaît. Alors, Louis Fadel. Même pour instruire là, 5, 10 personnes, 10 tu peux instruire. Donc, non, je vais me déconcentrer en fait. Je suis dans mon élan. Laisse-moi terminer le truc. Et puis tu vas. Bon, je vais te faire monter par ici dans le vif. Et puis on va revenir. Fais ta demande. Fais ta demande, je te prends rapidement. Fais ta demande, je te prends. Fais ta demande. Parce que je veux comprendre pourquoi j'évolue. Sinon, je vais laisser, je vais t'oublier. Fais la demande, Louis Fadel. Fais ta demande. Non, je vais peut-être il va nous apporter une information. Ok, Louis Fadel. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, Oui, je vous ai fait bien. monter. Informez-nous. D'accord. Je vous explique. Pour avoir été ancien militaire, d'accord, la base de Port-Boué, elle abritait les militaires français. On est d'accord. Et à l'issue de tout ce que vous savez, voilà, elle a été rétrocédée selon les thèmes. Et donc, c'est l'armée ivoirienne qui occupe aujourd'hui le camp. Voilà. Mais si vous suivez la vidéo, vous pouvez encore retourner à cette vidéo qui donnait autorisation aux militaires ivoiriens d'occuper le camp, qu'il en resterait un petit effectif de l'armée ivoirienne, d'accord, pour ce qui est de la coopération militaire ivoiro-française et de l'instruction donnée aux militaires français et aux militaires ivoiriens. Bon, après, de ce qui est de l'effectif présent, de l'effectif militaire français présent sur la base du camp, enfin de l'ancienne base militaire française, le camp Thomas d'Aquin, je ne peux vous le dire. Parce que moi, aujourd'hui, je suis en France. Voilà. Moi, j'ai quitté l'armée depuis pas mal d'années maintenant. Et là, ici en France, je suis avec ma famille et je construis ma famille ici pour toute autre raison. Maintenant, moi, je ne fais pas la politique, je fais rien, mais c'est juste apporter une précision par rapport à ton direct. Merci. Moi, j'ai une question avant de descendre. Est-ce que tous ceux qui étaient au 43e BIMA sont des forces spéciales? Tous ceux qui sont au 43e BIMA, c'est-à-dire que les militaires qui étaient au 43e BIMA, ils sont quoi? Ils sont de quel régiment normalement? Ceux qui sont enfin, de base, quand le 43e BIMA était là, de quel corps de l'armée étaient les gens du 43e BIMA? De l'armée française, tu veux dire? Non, ça on sait que c'est l'armée française. De quel corps étaient-ils? C'est que, en fait, j'arrive pas à comprendre ta question. Le 43e BIMA là, c'est un camp militaire. Mais quel était le corps? Dans l'armée, il y a plusieurs corps. Oui. Voilà. De quel corps précisément était-il? Oui, le 43e BIMA abritait plusieurs unités.
De quel corps? De quel corps? Il y a plusieurs. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, le 41e BIMA. Le deal, c'est un détachement de la marine française. Ok, merci. Il y avait toutes les entités militaires étaient représentées au 43e BIMA. Ok. Toutes les entités étaient, d'accord, étaient représentées. Mais principalement, oui. vous avez mis une mention marine, n'est-ce pas? Oui, la marine française. En fait, quand je dis la marine française, l'armée de terre, l'armée de l'air, tout est représenté. Ok. Mais au sein du BIMA, principalement, c'était la marine. Au sein du BIMA, quand vous parlez de marine... Le BIMA, c'est le bataillon d'infanterie marine d'Abidjan. Bataillon d'infanterie marine. Quand on dit bataillon d'infanterie, l'infanterie, c'est l'armée de terre. Mais je suis d'accord, mais je dis principalement. Maintenant, quand on dit bataillon d'infanterie marine, c'est tous les détachements qui sont rassemblés, en fait. Quand on parle de la marine? Non. Un bataillon d'infanterie marine. Bataillon. D'accord? Le bataillon, c'est un groupement d'armement. Oui. D'accord. Quand on parle d'infanterie, ça se réfère à la terre, à l'armée de terre. L'infanterie marine, c'est tout ce qui est en lien avec la mer et enfin tout ce qui est en lien avec tout ce qui est des eaux et tout. Donc, pour te dire qu'elle rassemble toutes les entités militaires, en fait. D'accord, ok. Maintenant, est-ce que dans la marine, il y a des bataillons? Non, quand on parle de bataillon à la marine, moi, je sais pas c'est quoi ta question. Non, est-ce que dans la marine, il y a des bataillons? Je comprends même pas ta question. Bataillon à la marine, bataillon, je sais pas. Est-ce que dans la marine, il y a des bataillons? Oui ou non? Ce qui rassemble, qu'est-ce qu'on appelle un bataillon déjà? Il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un bataillon. Oui, moi je sais, mais je vous pose, comme vous êtes militaire, peut-être vous pouvez plus m'éclairer. Voilà, pour te faire savoir... Est-ce que dans la marine, il y a des commandos? Oui, mais effectivement, c'est les commandos qui sont dans toutes les unités militaires. Il y a des commandos dans toutes les unités. Pas forcément. Pas forcément. Oui. Pas forcément. Tu ne retrouves pas des commandos où? Non, pas forcément. Pas forcément. Ouais, en fait, ça dépend des pays. Non, ça dépend des pays. Je parle des militaires parce que je suis militaire. Oui, mais ça dépend, monsieur, ça dépend des pays. Parce qu'il n'y avait pas de commando en Côte d'Ivoire en 1985, il n'y avait pas de commando. Non, moi, je ne vais pas aller... Non, les Fumako, là, attends, les Fumako, les fusiliers marins commando. Les fusiliers marins commando. Instant, je ne vais pas aller à les fusiliers commando. Ce sont les fusiliers commando, oui, qui constituent, d'accord, l'unité qui était présente au 43e BIMA. Mais et qu'on appelle le DIL. Le DIL, c'est un détachement d'intervention. Le DIL, c'est un détachement d'intervention lagunaire. Mais monsieur, ils étaient basés. Est-ce qu'on peut changer ou bien vous voulez parler seul? Non, je vous explique. Mais non, moi j'ai compris. Attendez, j'ai compris quelque chose. Je vous ai posé la question. Oui. Je vous ai dit, même dans la marine, on peut avoir, d'accord, des bataillons. Ça dépend du pays qui décide. Maintenant, pour revenir à notre sujet même, parce qu'il ne faut pas qu'on s'éparpille. D'accord, oui. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas un expert. Moi, je vous écoute et j'apprends. Maintenant, les forces spéciales, on peut choisir des gens de plusieurs corps pour les mettre dans les forces spéciales, n'est-ce pas? Effectivement. Ok. Ces forces spéciales-là, vous nous êtes en train de nous dire que ces forces spéciales qui ont intervenu de la base de Port-Boué, ce sont ces forces spéciales qui formaient ceux qui sont dans le nouveau camp Thomas d'Aquin, c'est ça? Ok. Vous savez... C'est une question à chaud comprendre. Oui, c'est une question, je vais répondre à ta question. Oui. C'est un détachement d'instruction. Et le détachement d'instruction, s'ils ont été sollicités pour une opération, je vous rappelle très bien que il y a une année, il y a eu une attaque au Mali. Moi, j'étais en pleine formation avec l'armée française. Mais d'accord. Il y a eu une attaque terroriste. Oui, allez-y, oui. Je viens. Il y a eu une attaque terroriste au Mali. Je ne sais pas si c'était l'attaque de l'hôtel, je ne sais plus. Il y a eu un hôtel là qui avait été attaqué au Mali. C'est pas au Burkina? Au Burkina, au Mali, je ne sais plus. C'est pas le Radisson Blue Hotel? Le Radisson Blue, voilà. C'est au Burkina, c'est au Burkina. Voilà, c'est au Burkina. J'étais en pleine formation avec l'armée française. Ils ont sollicité l'armée française. L'armée française a demandé à ce qu'on rentre sur base et qu'ils vont intervenir au Mali. Parce qu'ils ont été sollicités. Nos instructeurs sont partis intervenir au Mali. Au Burkina ou au Mali? J'ai dit au Mali. Nos instructeurs sont allés intervenir au Radisson, au Burkina. Tu comprends? Oui. Pour te dire,
c'est normal. Si les autorités béninoises... En fait, vous ne répondez pas à ma question. Attends. Oui. Ceux qui ont intervenu au Burkina, de quel corps étaient-ils? Des forces spéciales? Mais s'ils vous disent que c'est des forces spéciales, effectivement, les forces spéciales françaises sont basées au camp militaire de Port-Boué. Il y en a un petit détachement quand même, un détachement d'instruction. Attendez. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Oui. Les forces spéciales françaises, vous êtes en train de me dire qu'actuellement, les forces spéciales françaises sont, d'accord, en détachement à Port-Boué, en train de former des militaires au camp Thomas d'Aquin, c'est ça? Il y a des militaires français au camp Thomas d'Aquin. Et le détachement français... Non, ça je le sais. Je le sais. Non, j'explique. Maintenant, le détachement français qui est au camp Thomas d'Aquin, elle est constituée de plusieurs entités. Il y a des forces spéciales parmi cette force-là. Il y en a combien? Camp Thomas d'Aquin. Il y en a combien? Maintenant, moi je ne peux pas savoir, moi je suis en France, je ne peux pas savoir. Ce que je sais, c'est ce que je te dis. Ok. Le nombre de militaires présents, le nombre de militaires français, et c'est pas moi qui le dis, parce que quand on a rétrocédé le camp à l'armée ivoirienne, il a été dit dans la vidéo, et c'est partout, tout le monde le sait, il y a une petite unité française qui sera présente pour apporter du soutien militaire, soutien logistique et d'instruction. Cette unité, vous avez, moi je me rappelle, c'était un élément de la RTI, non? Cette unité est composée de combien de personnes? Mais je ne peux pas te définir le nombre exact. Si tu te répètes, j'ai donné une référence. Et vous avez dit qu'elle est composite ou c'est une unité qui était exclusivement des forces spéciales? Elle n'est pas exclusivement des forces spéciales. J'ai dit un détachement. Maintenant, un détachement, il peut être constitué de plusieurs éléments. Oui, mais moi, comme ils ont précisé les forces spéciales, parce que vous savez qu'en termes d'intervention, si on parle des forces spéciales, c'est parce que les forces spéciales sont privilégiés, ils sont, d'accord, spécialisés dans ces choses en termes d'intervention. D'accord. Voilà, maintenant j'ai dit, dans le détachement, l'autre me dit ils sont 300. C'est 300 éléments des forces spéciales qui sont dans le camp. 300, vous êtes militaire, 300 éléments des forces spéciales. Je t'explique un truc. Le contexte actuel, moi je suis, comme je t'ai dit, je suis en France, je suis pas en Côte d'Ivoire. Je peux pas savoir combien ils sont en ce moment en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir 200, 300, selon, comment on appelle ça, la nécessité de leur présence là-bas. Je sais qu'actuellement, ils sont en préparation. Ils sont en préparation d'un exercice qu'on appelle le Fentlock. Je ne sais pas si tu es informé. Oui, je connais le Fentlock. Voilà, qui rassemble toutes les forces spéciales du monde. Donc, une unité de l'armée française peut... Et puis, normalement, dans le Fentlock même, les Français sont plus représentatifs là-bas. Ce pas les Américains qui sont à l'initiative. Voilà, c'est l'armée... En fait, c'est la Côte d'Ivoire qui les accueille. Ça fait la deuxième fois. Oui, la Côte d'Ivoire les accueille, mais je veux dire, le Fentlock de base même, c'est une initiative américaine. C'est pas français. Oui, c'est une initiative des grands... Donc, les Français sont plus représentatifs que les Américains. Voilà. Maintenant, en prélude au Fentlock, cette unité française-là peut être présente en masse, peut être présente en grand nombre en Côte d'Ivoire. Et quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent aller nulle part que le camp Thomas d'Aquin. Parce que c'est ce camp-là qu'ils ont toujours occupé. Et qui va les accueillir, en fait. Bon, ok. Merci en tout cas, Monsieur Fadel. Le jour où on parlera de sujets militaires, mais je vous invite quand même, je tiens à poser, Monsieur Fadel, parce que moi je suis quelqu'un de cohérent. Hein. Vous allez par exemple sur même ChatGPT, vous posez la question, j'ai posé la question, y a-t-il des forces spéciales françaises dans le camp Thomas d'Aquin en Côte d'Ivoire? Voici ce que ChatGPT me dit. D'accord. Non, il n'y a pas actuellement de forces spéciales françaises stationnées de façon permanente au camp Thomas d'Aquin en Côte d'Ivoire. Voici la situation la plus récente à ce sujet. Rétrocession de la base française. La base militaire française du 43e bataillon d'infanterie de marine, 43e Bima à Port-Boué, près d'Abidjan, a été officiellement restituée aux forces armées ivoiriennes et rebaptisée camp général Thomas d'Aquin Ouattara en février 2025. Vous allez sur le site military.africa, vous avez en fait cette information. Fait de présence française en tant que... Attendez, j'ai pas fini. Fait de présence française en tant que force déployée. La base ne porte plus de garnison française permanente comme c'était le cas auparavant. Permanente. Oui, permanente. Oui. Avec précision, permanente. Oui, mais pas permanente, donc provisoirement ça peut exister. Il y a des garnisons provisoires. D'accord. Vous êtes militaire. Vous allez nous dire s'il y a des garnisons provisoires ou il y a des garnisons permanentes. C'est quoi la différence? Mais je continue. La France a rétrocédé le contrôle à l'État ivoirien dans le cadre d'une réorganisation de sa présence militaire en Afrique. Maintien de coopération militaire, ça c'est la partie qui je pense qui nous intéresse. Même si la base a été rendue à Abidjan, la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas.
les autorités ivoiriennes ont indiqué qu'elles souhaitent renforcer le partenariat avec la France, y compris dans les domaines du renseignement et des forces spéciales. Voilà. Oui, mais on ne parle pas de métier des forces spéciales. L'article que tu viens de lire, oui. Elle a une source, non? Oui, quoi si? C'est que tu viens... ChatGPT t'a donné le résumé de l'information. De Kwasi. Oui, Kwasi. Oui. Maintenant, quand tu rentres dans Kwasi, tu vas sur le lien. Moi-même, j'utilise GPT. Hein. Oui. Tu vas dans Kwasi, il faut aller regarder la date de l'apparition de l'information. Non, mais je pense que c'est en 2025 de toutes les façons. Où veux-tu en venir? On est en 2025, mais la date de l'apparition de l'article. Oui, mais où veux-tu en venir en fait? L'article est sorti bien après la rétrocession du camp Thomas d'Aquin, enfin, de la base. Oui, certainement en février 2025. Voilà. Donc, l'information que tu donnes, elle est antérieure, elle est un peu dépassée. Mais si on part sur les récentes informations, tu vas te rendre compte que il y a une unité présente. Quand tu as lu tout à l'heure. Mais c'est une unité de combien de personnes? Est-ce que c'est une unité d'intervention? Je te dis, mon frère Ansar, tu m'excuses. C'est ce que je suis en train de te faire savoir. Oui. Que moi, je ne suis pas présent actuellement. Bon, donc, en fait, là, ce sont les hypothèses que tu mets. Je te donne l'information qu'il y a une présence militaire française au camp Thomas d'Aquin pour la coopération et pour la formation des militaires ivoiriens. Attends. On parle dans tous les sens. Au début, tu as dit que c'est... Attends. Au début, tu m'as dit... je te tutoie, excuse-moi. Au début, tu m'as dit c'était pour la formation de ceux qui allaient venir dans le camp. La formation pour ceux qui allaient venir dans le camp, comment ça? Oui, attends. Tu m'as dit formation et maintenant tu dis formation coopération. Bon, oui, j'ai dit coopération, formation. Attends. Formation, coopération sont types combien? Est-ce qu'une unité... Par exemple, la coopération, dans la coopération, il y a la formation. Formation, coopération. Bon, attends. Donc, tu es en train de me dire que tous ceux qui forment et qui coopèrent sont des éléments français des forces spéciales. J'ai pas dit qu'ils sont... Bon, ok, tu n'as pas dit. Attends. J'ai dit qu'il y a un détachement français. On va pas se répéter. Attends, tu me réponds pas oui, pardon. Dans un détachement, il y a plusieurs petits... Ça, je le sais. Non, je le sais. Je suis pas militaire, je le sais. Voilà. Là, on parle des forces spéciales. Oui. Tu dis que tu ne connais pas leur nom. Ok. Tu dis qu'il y a une unité pour former et pour faire de la coopération. Oui. Donc, probablement, ceux qui sont venus pour former et faire de la coopération, ce sont ceux-là qui ont intervenu au Bénin, c'est ça? Bah effectivement. Ok, mais tu ne connais pas le nombre de forces spéciales en tout cas. Parlons de coopération, d'accord? Non, c'est bon. Non, je viens. Non. Moi, non, c'est bon. Parce que de toutes les façons, on ne connaît ni le nombre de forces spéciales qu'il y a. Ce qu'on sait, il y a des forces spéciales. Je ne peux pas te donner le nombre exact des... Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Attends, c'est ce que je suis en train de dire. Tu ne connais pas, je ne connais pas. Là, on est d'accord. Mais on sait qu'il y a des forces spéciales qui... Voilà, on sait qu'il y a une présence... Il y a des forces spéciales qui sont là pour la coopération et la formation. Voilà. Et en cas, ce sont ceux-là dont on ignore le nombre qui ont eu intervenir au Bénin. C'est ça? Effectivement. Ok, d'accord. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je vais continuer. Parce qu'il ne faut pas que je me perde. Non, il n'y a pas de souci. Avant l'interview. Merci, monsieur Fadel. En tout cas, d'être monté. Allez, bonne continuation. Et puis, voilà. Merci, c'est gentil en tout cas. C'est gentil. Allez. Bon, merci. Bah, je peux pas, en fait, me perdre. Et désolé, les gars. Vous qui avez voulu monter pour démonter, quoi. Attendez, je vais finir mon truc. Vous voyez, il se fait tard. On va pas un truc. Moi-même, j'ai duré avec lui. Bon, comme c'est un militaire, il fallait que je comprenne des choses. On continue. Attendez. Attendez. Et comme il est militaire, mais il peut rester là parce que on va les propos de trucs de... Attendez. Ces forces spéciales nous ont aidé à faire le ratissage. Et alors, que sont devenus les mutins? Vous dites qu'ils ont pris la clé des champs, mais concrètement, ils ont pris la route du Nord, c'est ça? Je ne saurais vous dire exactement où ils sont partis, mais nous avons... Le colonel qui lui-même est en question de la défense, Monsieur Boisbouvier nous pose la question. Où sont les mutins? Ont-ils pris la direction du Nord? Il dit, je ne saurais vous le dire. Donc lui-même, il ne sait pas. Avec la présence de l'armée française, la présence de la CEDEAO, la présence de l'armée béninoise qui est dotée, ils ne savent pas où les gars sont. Bon, comme Louis Fadel était un ancien militaire, peut-être va nous expliquer les moyens qui font que les gars se sont peut-être évaporés dans la nature. Mais ce sont des questions qui sont légitimes.
On y va, on écoute. avons eu la certitude que certains se sont retrouvés au nord parce que les deux chefs d'état-major qui avaient été kidnappés ont été libérés au nord du Bénin, exactement à Tchao, dans la commune de Tchao. C'est à plusieurs centaines de kilomètres environ. Donc, en fin de compte, il ne savait pas, mais il est revenu parce qu'en fait, il y a eu les deux officiers supérieurs qui ont été pris en otage, qui ont été libérés par la suite. Ils disent qu'ils les ont retrouvés à Tchao, qui est dans le nord, d'accord? Le nord, donc il y aurait des accointances avec le nord. Le nord, toujours le nord. Au Nigeria, c'est le nord. Et au Bénin, c'est le nord. En Côte d'Ivoire, c'était le nord. Même au Mali, c'est le nord. Mais le nord, là, c'est quoi? Pourquoi le nord? Il y a toujours des trucs problématiques là-bas. Bref, il nous dit ici vers Tchao. Bon, c'est les deux informations qu'il a. Donc, on ne peut pas déterminer que c'est le nord. Mais on y va, on va aller plus loin. 400 km de Cotonou. 400 km. Et alors aujourd'hui, où sont-ils, notamment le lieutenant-colonel Tigri, le chef présumé de ce commando? Je ne saurais dire exactement où ils se trouvent, mais je sais qu'ils ont pris la clé des champs et les services de renseignement sont en train de travailler là-dessus. Bon, il y a un journal du nom de l'Avenir, d'accord, dont vous reconnaissez un des journalistes, Yacouba Doumbia, un journal, je dirais, journaliste pro Ouattara, qui a indiqué que M. Tigri se retrouvait au Togo. Je ne sais pas quelles sont les investigations. J'ai vu un gars qui est souvent sénégalais, ivoirien aussi, qui soutient aussi Ouattara, à affirmer, à montrer l'avenir comme une source. Il faut faire attention. Moi, je fais attention à ce que j'ai dit. Il n'y a pas de source officielle qui atteste cela. Même le monsieur Thévodjéré, il dit qu'il ne sait pas où il est. Mais vous avez le don d'ubiquité de pouvoir localiser les gens où ils sont. Mais c'est intéressant, on va en venir. Donc, actuellement, Thévodjéré ne sait pas où Tigri se situerait. Ça, c'est quand même... On va creuser, on y va. On va creuser. Vous pensez qu'il est encore sur le territoire national? Je ne saurais vraiment le dire. Alors ce lieutenant-colonel Tigri s'est présenté comme le chef de cette tentative de coup d'État, mais est-ce que c'était vraiment le chef ou est-ce qu'il y avait au-dessus de lui un commanditaire? Je ne saurais vraiment le dire en tant que chef militaire. Moi, en tant que chef militaire, je me limite à mon rôle de commandant en garde républicaine et je vais laisser les services compétents de la République faire les investigations qu'il faut et nous révéler si oui ou non il y avait des... Ça fait quasiment... Ça va faire une semaine, jour pour jour. Quels sont les résultats de l'armée béninoise, d'accord, et autres? Quels sont les résultats? Alors, il y a monsieur, c'est intéressant, j'aime bien les commentaires, monsieur Igor Koukouloko, je crois qu'il est béninois. Aucun militaire n'a dit où ils sont allés, ne pas confondre militaire et politique. Donc, en fait, chez vous, monsieur Loko, dans votre pays, les politiques ont plus d'informations que les militaires. Ou soit les politiques sont des menteurs. Vous voyez, les Africains, en fait, vous agissez tellement... D'accord, avec vos émotions, c'est-à-dire que ceux qui sont censés avoir premièrement l'information la plus crédible, ce sont les militaires. Parce que nous sommes dans une situation d'état d'urgence. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu nous dis, les politiques parlent. Mais les politiques parlent sur quelle base? Ou bien ils parlent pour parler, ou ce sont des menteurs. Les politiques sont plus outillés que vos militaires. Parce que quand on parle de renseignements et autres, en temps de situation de crise, qui doit avoir les informations? Ce sont les militaires. Mais vous, vos politiques ont les informations avant les militaires. Monsieur Loko, je m'inquiète pour votre pays, hein. Ah oui. Sinon, à une seule condition, si vos politiques ont des informations, c'est que vos politiques sont des menteurs. Donc, vous acceptez, monsieur Loko, en tant que... Bon là là. Un militaire sérieux ne donne jamais d'informations sensibles. Ok. Donc, les informations qu'il a données sur RFI, c'était des informations insensibles. Hein? Faut pas parler pour parler. Souvent, en fait, vous sortez des grands mots, mais je sais pas. D'accord. Ce qu'il a donné sur... Vous êtes convaincu que ce qu'il a donné sur RFI, c'est des informations insensibles? Des choses alambiquées à ne rien comprendre, là? Vous avez compris son narratif? Ah, c'est des informations sensibles. Mais quand on met la main sur quelqu'un, le militaire fait quoi? À un moment, il informe. Il ne va pas donner le déroulé de comment il est informé. Donc, M. Loko vient nous dire ici que, d'accord, donc les politiques, l'enquête en cours, il n'y a aucun résultat. Mais les politiques ont les résultats de l'enquête. Parce qu'ils arrivent à déterminer le positionnement des tigris. Ou soit vous reconnaissez que vos politiciens sont des menteurs. Je sais pas. Dans ce cas-là, quand on voit les politiciens du Bénin, apparemment, ils sont mieux informés que les militaires. Ça va faire une semaine jour pour jour. Et vous acceptez. Ça veut dire que quelqu'un ment, vous dites qu'il ment. Je suis d'accord avec vous, monsieur Loko, qu'on n'arrive pas à déterminer Tigri. Donc, c'est un mensonge. Tigri n'est pas où l'on dit. C'est pour faire dans du sensationnel. Donc, voilà, vos politiciens sont des menteurs. S'ils parlent mieux que les militaires, c'est des menteurs. Donc, voilà. C'est pas moi qui dis, hein, si je prends vos propos et puis je truc. Je prends vos propos et voilà, donc... commanditaire, aussi en interne qu'en externe. Et est-ce que ces mutins avaient des connexions avec un pays étranger?
Alors, s'ils avaient des connexions avec un pays étranger, bon, moi, je ne pourrais le dire également. Je ne pourrais pas le savoir actuellement. Il ne sait rien, tout est en cours, d'accord. Tout est en cours. J'ai cité un journal, monsieur, vous êtes venu, vous avez rebondi. Quand vous venez sur les panels, faites attention. Je sais que vous avez pour habitude de voir, en fait, certains Ivoiriens. Je suis pas si spécial que cela, mais je suis quelqu'un, j'ai mes idées très froides. Et je suis très lucide. Je fais monter tout le monde quand il le faut. Mais je prends tout au détail. C'est vrai que vous voyez des Ivoiriens qui crient beaucoup, qui sont soit pro-talon ou anti-talon. Moi, c'est pas ce que je fais. J'essaie de comprendre. Donc, peut-être c'est la première fois que vous me découvrez, monsieur Loko, mais dorénavant, quand vous montez sur un panel, quand vous ne comprenez pas, gardez votre calme, prenez la peine d'écouter ce qui est dit, et puis ensuite vous reformulez votre question. Je pense que vous êtes arrivé en cours et vous avez voulu faire impression. Ici, personne n'impressionne son ami. Ici, on creuse, on réfléchit. C'est pas du show. Moi, je fais pas du show. Je suis pas, ouais, vive talon, vive talon. Non, on compte talon. J'essaie de comprendre. Je dis et je répète. Il y a un journal du nom de l'avenir. Si vous n'avez pas entendu, posez la question aux gens, ils vont vous répondre. Et j'ai cité le nom d'un journaliste. Après, même vous ne connaissez même pas toute la presse. Il n'y a pas un journaliste béninois qui travaille chez RFI, Serge Daniel. Il est quoi, Serge Daniel? Il est quoi? Il est togolais ou béninois? Dites-moi, le journaliste Serge Daniel, il est quoi? Il est béninois ou il est togolais? Serge Daniel, il est quoi, s'il vous plaît? Dites-moi, s'il vous plaît, Serge Daniel, il est de quelle nationalité? Je sais qu'il était au Mali, mais il est béninois de base. Il est béninois. Ah bah tiens, monsieur Loko, pour votre gouverne. Hein? Non, attendez, doucement. Il était un journaliste France Défense 24, mais un journaliste reste un journaliste. Il est béninois. Serge Daniel même a cité un pays sur X. J'ai pas envie de... Vous connaissez toute la presse béninoise, mais j'ai cité même l'avenir, parce que faut pas... Parce que vous les Béninois, ce qui est vilain chez les Béninois, vous croyez être déjà à part. Et depuis plusieurs jours, j'ai remarqué les Béninois, oui, nous au Bénin, c'est comme ça, nous au Bénin. Non, vous n'avez pas parlé des mêmes problèmes de corruption, les mêmes problèmes de pauvreté que les pays africains. Vous n'êtes pas une exception. Au Bénin, je crois qu'au Bénin, il y a eu 5 coups d'État, non? Chez vous au Bénin, il y a eu 5 coups d'État, non? Au Bénin, il y a eu 5 coups d'État, non? Répondez-moi, il y a eu combien de coups d'État? Je crois qu'il y a eu 5 coups d'État, il y a eu combien de coups d'État? Attends, je vais regarder le nombre de coups d'État qu'il y a au Bénin. Six coups d'État. Hein, 6 coups d'État. Donc, vous n'êtes pas laissé. En fait, souvent, ces jours-ci, là, quand on parle de votre pays, en fait, ça vous gêne. Ça vous gêne, non? Nous, les Béninois, on est comme si... arrêtez vos conneries, là. Si, en fait, on condamne le coup d'État, mais il y a un mal chez vous. Il faut dire la vérité, il y a un mal chez vous. Comme dans tous les pays africains, il y a un mal. Talon n'est pas un dieu, il n'est pas un saint. Arrêtez vos conneries. Des soldats, c'est des êtres humains. Si vous ne soignez pas le mal à la racine, mais vous allez en fait vous enfoncer dans quelque chose que vous ne maîtriserez même pas, même pour vous et pour votre économie. Quand vous réfléchissez, quand vous arrivez des situations de catastrophe, prenez la peine de vous asseoir vraiment et puis de creuser dans le mal et de réfléchir. Au lieu de faire du, je sais pas, nous au Bénin, on est comme si on est comme, vous êtes comment? Vous n'êtes pas même chose que les autres? Le Bénin est une exception en Afrique, vous êtes autant pareil que tous les pays africains. Autant les pays africains sont corrompus, c'est la même corruption qu'on a partout. Nous sommes des pays pauvres. Donc arrêtez de faire croire aux gens ce qui n'en est pas. Moi j'ai beaucoup de respect pour le peuple béninois, parce que c'est des gens très hospitaliers, des gens très respectueux, et surtout très attachés à la culture endogène africaine. Ça c'est quelque chose que je vous félicite là-dessus. Tout se passe bien au Bénin, on n'a plus de coup d'État on a dit depuis 50 ans. Mais cher ami, tu sais, je peux te donner un exemple qui n'a rien à voir. C'est pas le coup d'État qui est votre solution. Votre solution, c'est même pas le coup d'État, c'est votre bonne gestion. Ce que vous dites là, c'est n'importe quoi. Vous croyez que le coup d'État, c'est un malheur? La Libye, là, la Libye a connu un coup d'État et puis la Libye a explosé économiquement. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Le coup d'État, c'est pas le coup d'État qui ralentit un pays. C'est votre pays là, la corruption galopante, la mauvaise graine de la classe politique, les lois qu'on ne respecte pas, c'est tous ces éléments-là. Et puis surtout, il faut investir dans l'éducation. L'investissement immatériel doit être une concrétisation. Combien de vos scientifiques partent au Canada, partent dans d'autres pays pour aller investir? Parce que il y a tellement de scientifiques béninois. Est-ce que l'État béninois, en fait, même trouve des compensations pour les aider? Voici des points sur lesquels on veut vous entendre, on veut voir faire des révolutions. Mais il faut arrêter de dire, oui, depuis 72, Kérékou, Kérékou. C'est pas ça le vrai problème. Votre problème, là, c'est la classe politique même qui est pourrie. La corruption, là, même, là, si on vous dit ceux qui sont corrompus, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Et puis, ce qui crée le coup d'État, c'est quoi?
Mais c'est l'instabilité. Quand les civils échouent, là, c'est vous, c'est ce qui fait. Enfin, écoutons l'interview, parce qu'il ne faut pas qu'on se disperse. Vous connaissez bien le lieutenant-colonel Tigri. Est-ce que ces derniers mois ou ces dernières semaines, il y avait eu des signes annonciateurs dans son comportement? Comme vous le dites, le lieutenant-colonel Tigri, c'est un officier que je connais très bien et qui me connaît très bien. Mais j'avoue que nous n'avons pas vu cela venir et nous n'avons eu aucun signe venant de lui. Je sais qu'il est le commandant des forces spéciales de la garde nationale. Ah, c'est le commandant des forces spéciales de la garde nationale. Donc, c'est pas n'importe qui. Comment le commandant des forces spéciales de la garde nationale béninoise peut tout d'un coup, il a été possédé par quel démon? Par quoi il a été possédé? Pour se lever comme ça tout d'un coup? Vous pensez que quand on dit quelqu'un qui est commandant de la force spéciale, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau? Ou bien on l'a marabouté, oh, Tigri va faire des choses contre la République du Bénin. Vous voyez la vie en dessin animé. Les officiers supérieurs, ce sont des gars qui ont étudié. Ils sont tout autant qualifiés que tous nos intellectuels qu'on voit dans l'administration. Donc il faut arrêter de dire non, c'est des gens qui sont dans les camps, on leur dit tire et puis ils tirent, pa. C'est pas des gens comme ça. C'est des gars qui ont des niveaux master 2, c'est des gars qui ont des niveaux très poussés intellectuellement. Mais on fait passer, et c'est vous là, nos intellectuels, là, vous faites passer souvent les officiers supérieurs comme des gars qui n'ont pas de niveau. Vous êtes sérieux? Alors, on y va avec... Jusqu'à présent, il n'a pas montré des signes qui pouvaient nous laisser soupçonner de quoi que ce soit. Donc ça a été une surprise pour nous. Et alors, depuis dimanche, on parle beaucoup de l'aide que le Nigeria vous a apportée. On parle aussi évidemment du rôle de la France. Mais est-ce que l'armée béninoise elle-même n'a pas joué un premier rôle très important dès dimanche matin? Oui, c'est important de le mentionner. Déjà que notre armée, depuis la conférence des forces vives de la nation, a décidé de se retirer dans les casernes et d'être une armée républicaine. Et nous l'avons été jusqu'à présent. Et le dimanche dernier, nous l'avons à nouveau montré. Parce que l'unité qui assure la sécurité du chef de l'État et des institutions de la République, son appellation de garde républicaine n'est pas un hasard. Dans d'autres pays, on parle de garde présidentielle. Donc, le qualificatif républicain, c'est très important pour nous. Et nous l'avons démontré le dimanche dernier que, quoi qu'en soient les divergences qu'il y a dans le pays, l'armée reste une et indivisible. C'est faux. Et je vais vous dire pourquoi. Si j'étais à la place de M. Théo Djiré, je n'avais pas à avoir cette posture qui est trop... En fait, on a l'impression, excuse-moi, hein, avec tout le respect que je vous dois, monsieur mon général, on a l'impression que c'est autant de tiaroy. Vous voyez les armées coloniales. Non, non. Quand on est un officier supérieur, on prend en compte la situation. On dit oui, l'armée béninoise vit un malaise. Nous devons extirper, d'accord, ce malaise-là. Nous devons extirper ce malaise entre Béninois. Parce que ceux qui sont venus attaquer, à condition qu'on les montre, on nous dit que ce sont des étrangers. Mais nous, ce sont des Béninois et des militaires. D'accord? Alors, je vais répondre au monsieur en bas. Vous voulez vous comparer à l'AES? Cher monsieur, déjà, il faut aller dans l'AES. Déjà, je parle d'un sujet militaire. L'AES n'a pas eu besoin de l'armée du Nigeria et de l'armée française. D'accord? Pour sa défense. Elle n'a pas eu besoin de l'armée du Nigeria ou de l'armée française. L'un des éléments fondamentaux pour un pays, c'est sa sécurité. Parce que si l'armée française et si l'armée du Nigeria n'était pas là aujourd'hui, on allait parler de talons passés. Vous croyez que... Qu'est-ce que vous appelez le développement, monsieur? Qu'est-ce que vous appelez le développement? Nous sommes des pays pauvres parce qu'on n'a pas de sécurité. On n'a pas d'industrie militaire. Quand je dis nous, je mets même moi-même mon pays, la Côte d'Ivoire. On n'a pas de technologie. Ah, l'AES a besoin de la Russie. Mais quand l'AES a besoin de la Russie, là, est-ce que aujourd'hui les gens de l'AES sont plus opérationnels que vous? C'est un fait. Vous-même, vous achetez des armes chez la Russie. Parce qu'il y a des armes que la France ne vous fournit pas. Les armes de poing, le plus souvent, ce n'est pas des armes françaises. C'est des armes russes, des Kalachnikov et autres. Dans la plupart de tous les pays, au Nigeria, partout. Bon, Igor, il faut être intelligent, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toi,
vos militaires n'ont absolument rien fait. Quand tu ne maîtrises pas tes airs, d'accord, quand tu ne maîtrises pas tes airs, tu es cuit. Il a fallu le renseignement français. C'est le colonel qui l'a dit, c'est même pas nous, c'est le colonel. Et puis il a fallu, d'accord, des avions nigériens. Donc voilà. Et lui-même il le dit, il y a un malaise au sein de votre armée. C'est pour ça que je vous dis, en fait, normalement, vous êtes tous dans l'émotion. Vous êtes tous, monsieur Igor Kokou Loko, j'ai dit tu es dans l'émotion. Quand lui-même il parle, mais ça prouve que votre armée est divisée. Sur le chef des forces spéciales de votre pays, de la garde nationale créée par Talon, est à la tête de quelque chose, c'est qu'il y a un malaise. Quand on est intelligent, on creuse à la racine. On ne reste pas dans l'émotion. Et le pire, ce que vous êtes en train de dire, quand vous dites l'AES à quoi? Mais je vais vous informer, est-ce que vous, Béninois, vous n'avez pas demandé de l'aide, d'accord, au Burkina Faso pour neutraliser, d'accord, des terroristes, des terreaux? Il n'y a même pas quelques mois. Parce que dans le Nord, c'est la catastrophe. Il faut dire la vérité. On se regarde, il faut dire. Tu sais ce qui se passe au fond, au Nord, là-bas, au Bénin? Tu sais comment l'armée béninoise, les gens se font canader? Tu le sais? Si toi, tu es à Cotonou, tu vis bien, tu es dans ton coin tranquille, est-ce que tu t'occupes de la situation des gens au Nord? Tu sais comment les populations bavent? Si vous êtes à Cotonou, vous êtes à Porto Novo, vous êtes à Alada, où il est en train de profiter de la vie, il faut monter au Nord, là-bas, tu vas voir les réalités. C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas comprendre. Et tu vas comprendre certaines familles endeuillées qui n'ont pas eu, d'accord, assistance de la part de l'État. Et toi, tu es à Cotonou, tu as fait la belle vie, et puis tu es assis dans ton salon, tu dis que tout va bien. Mais le Bénin, c'est pas Cotonou. Le Bénin, c'est tout. C'est Parakou, c'est toutes ces zones-là, c'est tout le pays. Nord, sud, est, ouest. C'est ça qu'on appelle le Bénin. L'intégrité territoriale, c'est tout ça. C'est pas tu es au Bénin, tu as fait concert de, je sais pas, comment il s'appelle là, le petit comédien là, comique là, qui chante là. Il y a un petit comique qui chante là, il y a la fille de Makoso là. Excusez-moi. Axel Meril. Tu es là-bas, tu sirotais un jus de coco avec Axel Meril, et puis tu es là, tu dis que oui, le Bénin c'est ça. Il faut te renseigner sur ton pays. Bon, allez, on va évoluer. Donc, cette armée a montré à l'opinion nationale et internationale qu'elle est une armée particulière dans la sous-région et qu'elle reste républicaine. C'est pourquoi cette armée a mis en déroute les assaillants. Si elle était divisée, elle n'aurait pas fait. Nous avons fait le gros du travail toute la journée avant de faire appel à la coopération sous-régionale et internationale. C'est le même discours que notre frère tient. Nous avons fait le plus gros du travail avant de faire appel à l'armée nationale et internationale. C'est le même discours que tu viens de tenir. C'est pour ça que je te dis, je ne te condamne même pas. Tu as le droit d'avoir ce discours-là, monsieur Loko. J'espère que vous ne l'avez pas bloqué. Vous avez le droit d'avoir ce discours. Mais poussez un peu à la réflexion. Tout à l'heure, je suis intervenu avec monsieur Louis Fadel. Louis Fadel a mis ses arguments, j'ai mis les miens. Mais il faut pousser à la réflexion. Il faut pousser à la réflexion. On ne peut pas avoir des débats. Je ne vous en veux pas, c'est votre droit et gardez votre posture, monsieur. Mais quand on débat, on creuse. Moi, je ne vais pas vous dire, toi tu aimes Talon, moi je n'aime pas. Toi tu aimes Talon, ça c'est pas un débat. On creuse sur la base de quoi, et quoi, et quoi, et quoi. C'est ça. Sinon, chacun, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être contre le coup d'État. Vous avez le droit de... C'est votre droit, monsieur. Mais, même vous avez dit un truc, depuis 72, on n'a plus de coup d'État. Faites votre bilan. Vous allez voir comment vous avez évolué. Ah, ça va bien. Parce qu'aujourd'hui, Talon réalise des routes, il réalise... Mais est-ce que dans la vie, il n'y a que des routes? Est-ce qu'il n'y a que des routes? Il n'y a pas que des routes. Tout à l'heure, vous avez dit, ah, l'AES, je vous ai dit, mais est-ce que vous avez une armée qui est plus équipée que l'AES? Vous n'avez pas pu répondre. Vous ne pouvez pas prendre ce qui vous dit que vous êtes plus équipé que l'AES. C'est une folie. Je suis désolé. Alors, on continue. Parachever le travail qui était si bien fait. Quand le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée-Conakry il y a 4 ans, il commandait la nouvelle force antiterroriste mise en place à l'époque par le président Alpha Condé. Est-ce que le colonel Tigri n'occupait pas plus ou moins la même position au Bénin jusqu'à dimanche dernier?
Et c'est vrai qu'il y a une similitude avec le coup d'État en Guinée, c'est vrai. Les deux acteurs occupaient à peu près les mêmes fonctions, mais heureusement, les résultats n'ont pas été les mêmes. Les armées sont différentes et notre armée a montré qu'elle est différente des autres armées sous-régionales. Voilà. Il y a un certain nombre de régimes militaires aujourd'hui autour du Bénin. Est-ce que l'action de dimanche dernier a pu être inspirée par ce qui s'était passé dans ces pays sahéliens et en Guinée ces dernières années? Oui, c'est pas possible. C'est pas possible que certains militaires, vous savez, il y a des brebis galeuses partout. Donc, moi, je peux classer cet acte qu'il y a eu dimanche dernier dans un cas d'éléments en paix de vitesse, des gens qui se sont égarés. Peut-être soit ils regardent trop les films, soit ils parlent autour de ce qui se fait et se disent qu'ils peuvent le faire également chez eux. Mais je crois qu'ils ont appris avec du temps que tout ne se copie pas. Voilà, le Bénin et les autres pays, c'est les autres pays. Dernière question, mon colonel. Dans la revendication de dimanche dernier, les mutins ont affirmé que l'armée était mal organisée face aux périls djihadistes dans le nord de votre pays et que les familles des soldats tombés au front n'étaient pas assez accompagnées et considérées. Qu'est-ce que Écoutez, on parle du nord par rapport... Écoutez ce qu'il a dit. vous répondez? Vous savez, qui veut tuer son chien ou noyer son chien l'accuse de rage. Donc, Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Écoutez l'argument. ces revendications ne sont pas du tout fondées. Je suis une autorité militaire, je suis bien placé. Les revendications de ceux qui sont venus parler d'accord de la situation des soldats vis-à-vis des djihadistes dans le nord n'est pas fondée. Lui, il était un officier supérieur. Écoutez très bien. Et aujourd'hui, vous êtes des journalistes, vous pouvez descendre sur le terrain, faire vos enquêtes, vous comprendrez que l'armée béninoise est mieux équipée, beaucoup mieux équipée qu'elle était il y a une dizaine d'années. La preuve, la dit. Alors, l'armée béninoise, il y a eu une évolution au niveau de l'armée béninoise dans ses équipements par rapport à la période. Il y a eu Boni. D'engins blindés que les assaillants ont utilisés pour venir attaquer la garde républicaine, ces engins ont été acquis pendant ces dernières années. Donc, L'acquisition d'engins blindés, en ce qui concerne, d'accord, même l'opération de ces gens-là, en fait, ça a été fait sous talon. On va écouter bien, hein. Il y a une partie qui m'intéresse. nous ne possédions pas d'équipement aussi moderne par le passé. Et aujourd'hui, nous avons des camps militaires bien construits et vous pouvez venir au Bénin pour le constater. Ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir et des tests ont été pris récemment pour la prise en charge aussi bien des blessés pendant les opérations que... Il dit des textes ont été pris en compte, d'accord, récemment. Des textes ont été pris en compte pour les blessés, c'est-à-dire ceux qui sont dans le front du Nord, là, et certainement les familles de ces gens. Mais écoutez la suite. Les familles des victimes de l'opération Mirador. Et ces tests sont déjà appliqués. L'opération Mirador, c'est dans le Nord, d'accord. Il dit, dernièrement, là, ils ont appliqué des tests. Et écoutez ce qu'il dit. Attends, je vais mettre la partie là, ça va faire rire. Aussi bien des blessés pendant les opérations que les familles des victimes de l'opération Mirador. Et ces tests sont déjà appliqués. Ça fait au moins 2-3 ans que c'est appliqué. Il dit récemment, là, ils ont mis des tests. Et il dit ces tests-là sont appliqués, ça fait 2-3 ans. Je vous remets. Non, je vais vous remettre, parce que vous avez dit que je mange, j'exagère. Monsieur Loco, vous allez monter. Attendez, écoutez. Le fait que 3 jours après, le colonel chef des mutins soit toujours en fuite et soit introuvable, ça ne vous inquiète pas? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas du tout inquiets. Nous ont été pris récemment pour la prise en charge aussi. Ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir. Et des tests ont été pris récemment pour la prise en charge aussi bien des blessés pendant les opérations que les familles des victimes de l'opération Mirador. Et ces tests sont déjà appliqués. Ça fait au moins 2-3 ans que c'est appliqué. Donc ça, c'est des justifications fallacieuses pour pouvoir justifier leur acte. Oh là là. Bon, je vais faire monter les gens. Je vais faire monter les gens. Et en l'occurrence, je vais faire monter un Benoît. Je vois tout le monde écrit. Restez calme, les gars. Pourquoi vous êtes en transe, là?
Vous êtes en transe pourquoi? Je vais faire monter un à un. Je vais écouter d'abord le béninois par excellence venir nous dire des choses ici. Hein? J'ai même pas fini mon émission. Mais aujourd'hui, il est où Loco? Monsieur Loco. Alors, monsieur Loco, on va vous écouter parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Alors, je prends mon siège, je m'installe et je vais écouter monsieur Loco. Allez, vous êtes en train de monter monsieur Loco. Monsieur Loco, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Nsan. J'espère que vous allez bien. Très bien, monsieur Loco. Soyez bienvenus. Alors, je vous écoute, monsieur Loco. De quoi voulez-vous me parler? Voilà, je voudrais parler de l'aspect militaire. Vous avez dit que sans l'intervention, en tout cas, vous avez dit un certain nombre de choses. Je voudrais rectifier, bien donner mon avis par rapport à ça. Allez-y. Vous savez, peut-être vous n'êtes pas assez bien informé. Je vous le concède, il n'y a pas de problème. Vous savez l'heure du coup d'État. Le coup d'État a commencé très tôt dans la matinée, aux alentours de 4 heures du matin. Ah, attention, monsieur Loco. Oui. C'est que vous avez une version différente du général Théodoré. Il a dit 2 heures. Qui dois-je croire? Vous ou monsieur Théodoré? Bon, cela, j'ai dit aux alentours. Ah. J'ai pas dit à 4 heures. Ok, exactement. donc on prend laquelle des pistes? 2 heures ou 4 heures? On peut accepter 2 heures. C'est okay, pas. Allez-y, je vous laisse continuer. Allez-y. Voilà. Et donc, vous savez à quelle heure le Nigeria est intervenu sur le territoire béninois avec sa flotte aérienne? Ils nous ont dit, selon les dires de l'officier supérieur, M. Théodoré, en fin de journée. En fin de journée. C'est ce qu'il nous a dit. Aux alentours de 18. Je vais vous donner encore plus de précision. Aux alentours de 18 heures. 18 heures, aux alentours. Donc, vous voyez déjà l'écart de 2 heures jusqu'à 18 heures. Vous savez à quelle heure le ministre de l'Intérieur est intervenu à la télévision nationale avant que le président 9h30, non? Non, aux alentours de midi, 11h midi. Ah, ça, par contre, moi, en tout cas, je peux vous montrer la page de la SRTB, c'était plutôt 9h, hein, 9h30. Vous voulez que je vous montre? Non, c'était pas 9h30, c'est aux alentours de 11h. Monsieur Alassane Seydou, c'est ça? Oui, Alassane Seydou. Oui, attendez, je vais vous montrer. SRTB. Je vais aller même sur le jour pour que tout le monde voit. C'est très important. Voilà, ce que moi je veux vous dire, c'est que oui. Vous avez déjà vu l'heure à laquelle le ministre est intervenu? Ça voudrait dire que la situation était déjà c'est-à-dire maîtrisée. Pas totalement. D'accord. La situation était déjà à peu près maîtrisée. Parce que les mutins, ils avaient déjà attaqué la présidence, ils avaient déjà attaqué le domicile du président de la République, ils avaient pris d'assaut la télévision nationale, puisqu'ils ont commencé très tôt dans la matinée. Mais déjà aux alentours de 11h midi déjà, la situation était déjà presque sous contrôle. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui a permis au ministre de l'Intérieur de pouvoir venir à la télévision nationale et de passer son discours. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai une question. Juste après ça, oui, allez-y. Bah, vous dites que la situation était sous contrôle. Alors, pourquoi l'intervention française presque sous contrôle. Était presque sous contrôle. Alors, pourquoi dans ce cas-là, si c'était presque sous contrôle, avec plus de temps, vous aurez contrôlé complètement la situation? Quelle était l'importance de l'intervention française et nigériane dans ce cas, si vous avez maîtrisé votre sécurité? Merci beaucoup pour la question. Je vais vous répondre. Alors, lorsque ils ont fini de sécuriser les alentours de la présidence, de la télévision nationale, etc. Donc, ils ont eu à repousser les mutins de la télévision nationale et ils ont fui dans une, dans une zone qui n'est pas trop loin de l'entrée de Cotonou, qu'on appelle Togbin. Parce qu'on a une caserne militaire dans cette zone. Oui. Et en fait, comment on appelle ça? C'est de là qu'a été déclenchée cette tentative de coup d'État, en fait. Donc, ils se sont allés se retrancher là-bas. Et lorsqu'ils sont allés se retrancher là-bas, nos militaires les ont encerclés. Donc, il y avait plus de possibilité pour eux de pouvoir s'en sortir. Maintenant, là, qu'est-ce que nos militaires devaient faire? Ça, c'est dans l'après-midi, ça, hein, midi, tout ça là, jusqu'à 18h. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient décidé de faire? Ils avaient premièrement décidé de bombarder l'endroit, d'intervenir et de mettre fin à cette action.
Et c'est là, lorsqu'ils ont décidé de faire ça, ils se sont rendus compte que en faisant cela, puisque c'est une zone qui est assez résidentielle, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui habitent dans la zone, je parle des civils. Donc, en analysant la situation, ils se sont rendus compte que s'ils bombardaient, ils attaquaient directement, ils allaient faire beaucoup de dégâts collatéraux. C'est-à-dire beaucoup de civils allaient être touchés, impactés par l'attaque qu'ils allaient faire. C'est là que les militaires ont dû rentrer en contact avec le président de la République. Et en ce moment, ils se sont coordonnés et ont décidé que, au lieu qu'ils fassent une attaque directe contre le camp, il serait mieux qu'il y ait une intervention aérienne qui cible directement dans le camp. Donc, vous n'avez pas d'avion? Vous n'avez pas d'avion d'attaque? Oui, on a des avions. En fait, les avions qu'on a, pour le type d'attaque qu'il fallait faire, je pense qu'on n'avait pas d'avion opérationnel en ce moment. D'accord, vous n'avez pas d'avion opérationnel. Vous n'avez quoi comme avion? Hein? Je sais pas qu'il y a des avions pour les interventions, pour le transport, pour parce que je peux vous donner les modèles en fait d'intervention nigériens, hein, les avions là. Voilà. Donc c'est compte tenu de ça qu'ils ont décidé donc d'appeler comment on appelle ça, selon le protocole de la CEDEAO, d'appeler le Nigeria pour venir intervenir. Et c'est là aux alentours de 18 heures. Les Nigérians sont venus, ils ont intervenu, ils ont ciblé des endroits précis dans la caserne, ils ont bombardé. Est-ce que vous voyez? Il y a combien de... Les endroits précis qu'ils ont bombardés là, parce que vous avez dit que ceux qui ont fomenté le coup, ils sont allés tous, ils ont repoussé le chemin, ils sont allés tous se rassembler à Tobin. Il y a eu combien de mutins, combien de gens qui ont perdu la vie suite aux frappes dans le camp? Bon, vu que c'est des informations assez sensibles, et que l'enquête est en cours, ils n'ont pas donné ces informations. Mais ils ont donné le nombre de personnes qui ont participé à cette attaque. Ils ont dit aux alentours de 100 à 150 personnes. À 100 à 150 personnes? Oui. Ok, mais 100 à 150 personnes, mais ils n'ont pas encore dénombré le nombre de victimes parmi ces 100 et 155 personnes. Oui, ils n'ont pas encore fait le point total puisque c'est un événement récent. Ils ont juste dit qu'il y a 14 personnes qui ont été arrêtées parmi les 155 personnes. Les 14 personnes qui ont été arrêtées parmi les mutins. Parmi les 155 ils vont personnes. soutirer des informations chez eux. Vous dites? Parmi les 155 personnes, ils ont mis la main sur 14. Oui, sur 14 personnes. Ok. Donc ils vont tirer les informations chez eux, voilà. Maintenant, suite à cette intervention aérienne, comment se fait-il que les forces spéciales françaises sont venues maintenant sur la terre pour une opération de ratissage, sachant que votre armée est très opérationnelle? Oui, c'est une question de collaboration et de, comment on appelle ça? C'est une question de collaboration. Puisque vous savez que en matière de renseignement, comment on appelle ça, les Français avaient peut-être sûrement des informations et dans le domaine de l'armée, il y a ce qu'on appelle le partage d'informations. Voilà. Donc, sûrement, ils avaient des informations que nos militaires n'avaient pas à ce moment donné, et qu'ils les ont partagées, et ils ont jugé que c'était plus rapide, peut-être parce que nous, on n'était pas dans l'opération à ce moment-là. Peut-être ils étaient plus proches des lieux ou autres, et ils ont dit, bon, peut-être ce serait mieux pour eux d'intervenir, pour les aider par rapport à cette situation. Mais la manière dont... français, quoi, c'est ça? C'est-à-dire, les forces spéciales, c'est-à-dire en matière de renseignement. Oui, mais non, là, c'est pas de renseignement, ils ont eu à faire du ratissage aussi. Ils ont quitté Port-Boué, ils ont quitté la base de Port-Boué à Abidjan. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est M. Thévodjiré qui le dit, hein. Ils étaient sur le terrain. Ils étaient à Togouin, hein, pour faire des opérations de ratissage. Oui, ils sont venus avec après que les Nigérians soient venus, ils sont également venus. Non, non. Ils sont venus sur le terrain. En fait, je parle pas d'avion. Le Nigeria, c'était d'abord dans les airs. Bon, les Français, même, c'était le renseignement. Mais tout le monde est venu sur le terrain. Que ce soit les Nigériens. Non, les Nigériens sont venus après. Dans l'opération de ratissage, c'est les forces spéciales françaises et l'armée béninoise, avec M. Thévodjiré, qui ont fait l'opération de ratissage par rapport au ciblage à Togouin. Non, je vais vous expliquer. C'est après l'intervention. Je vous mets l'interview, on l'a écouté ici, monsieur. Monsieur Thévodjiré a parlé.
Oui, Hein? si vous voulez, vous pouvez répéter si vous voulez. Vous Je voulez vais que vous je expliquer ce qui s'est passé. Oui, si vous voulez, vous pouvez le reprendre. D'accord. Non, ou bien il dit pas vrai. Le ratissage ne s'est pas passé avant l'intervention nigériane, hein, non, hein. Non, C'est ça s'est après passé l'intervention du après. Nigeria. Non, ça s'est passé Oui. après. Oui, c'est ça que je dis. Oui. Après l'intervention du Nigeria, Oui. des Nigérians. Oui. Mais Parce il y a que une les autres, intervention quand on les a française. attaqués, ils ont essayé de fuir. Quand on Hein? les a attaqués, quand on a bombardé, comment on appelle ça, le camp, Oui. comme ils ont vu qu'ils avaient déjà perdu, certains d'entre eux ont fui. D'accord. Et c'est Je dans suis leur d'accord. fuite, voilà, qu'on Je les suis a. d'accord, mais je suis en train de le dire, comme vous ratissage avez dit que arrivé. l'armée béninoise est équipée et elle est prête, donc vous voyez que dans les airs comme sur la terre, vous n'êtes pas si équipé, si prêt que ça. Non, on est prêt, puisque même si, je vais vous expliquer, hein, c'est pour ça que vous allez voir que je vous ai parlé, je vous ai donné des détails par rapport à ce qui était possible d'être fait et finalement la décision qui a été prise à la fin. C'est-à-dire, il était possible pour nous, sans l'intervention du Nigeria, d'attaquer directement le camp et de finir avec. C'est à cause des dégâts collatéraux qu'ils ont décidé de faire autrement. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Non, ça j'ai compris. J'ai compris. Voilà. Mais un autre point. Mais dans ce cas-là, pourquoi la force de la CEDEAO a décidé de rester au Bénin? Oui, c'est parce que, comment on appelle ça, compte tenu de la situation, on veut, comment on appelle ça, et c'est normal qu'on le fasse comme ça. Mais Non, pourquoi on c'est s'est normal? pour Parce que renforcer. en Guinée-Bissau, Oui, pour moi, c'est il y a eu un coup d'État. Ça n'a pas été ce cas. Les gars, l'armée Bissau. Oui, moi, pourquoi chez vous, forcément, ça doit être comme ça? Je suis pas Bissau-Guinéen. Je suis pas Non, Bissau-Guinéen. mais parce que la Moi, je parle Guinée-Bissau est de dans la CEDEAO. Non, la Guinée-Bissau est dans la CEDEAO. C'est notre Je ne communauté. refuse pas. Voilà. Je ne Maintenant, refuse dis, pas. Moi, je parle du Bénin. oui, mais pour le Bénin, c'est l'armée de l'armée béninoise. Vous-même, monsieur Loko, avec tout le respect que je vous dois, vous me dites que l'armée est opérationnelle, c'est bon. Vous avez demandé d'assistance aérienne, les forces spéciales ont intervenu dans un moment précis. Mais pourquoi il faut forcément maintenant là une armée de la CEDEAO présente, or que l'armée du Bénin a déjà maîtrisé la situation? Qu'est-ce qui fait que cela est impératif? Je veux comprendre. Vous savez que toute armée nationale est limitée en termes de nombre à un instant donné, n'est-ce pas? Il y a un effectif qui est fixe à un moment donné. Oui. Et si vous voulez renforcer votre personnel, vous devez recruter les gens, vous devez faire un processus de recrutement jusqu'à recruter un certain nombre de personnes pour renforcer le nombre dans l'armée. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire le jour du coup là que vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas nombreux dans votre armée? Non, je vais vous expliquer. C'est quelque chose que je voulais vous expliquer. Vous allez comprendre un peu. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut augmenter en 1 ou 2 journées. Donc, sachant que nous avons comment on appelle ça, nos agents de sécurité qui sont déjà au nord. Une bonne partie qui sont au nord, qui sont en train d'assurer la sécurité contre les terroristes au nord-ouest du Bénin. Donc, il y a déjà une partie du personnel qui est là. Il y a l'autre partie du personnel qui doit veiller à la sécurité intérieure. Maintenant, donc ça fait déjà encore un autre effectif qu'on ne peut pas utiliser. Le reste, on peut le déployer pour assurer la sécurité des institutions de l'État, c'est-à-dire la présidence, etc. Mais donc, à cet instant T là, même si on veut renforcer encore plus la sécurité des institutions, c'est difficile de le faire parce qu'on ne peut pas recruter des gens, de nouvelles personnes du jour au lendemain. Donc il y a un si on veut renforcer... Il y a un déficit, en fait, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, puisqu'on veut renforcer la sécurité, pour que même si des gens essaient de le faire encore une prochaine fois, on va les éliminer le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a demandé que des forces étrangères viennent augmenter le nombre comment on appelle ça, de nos forces, afin qu'on ait plus de gens qui assurent la sécurité de nos institutions, afin que si des situations similaires devaient se reproduire, ces gens-là soient éliminés assez rapidement, c'est tout. C'est pas qu'ils sont là définitivement. C'est juste pour un temps. Ok. Voilà, bon, j'ai compris votre explication, mais bon, je reste quand même sur ma faim, monsieur Loko, avec tout le respect que j'ai pour vous. Parce que, sur quel point vous êtes resté sur votre faim? Non, je le dis, vous êtes expliqué, tant bien que mal, vous avez apporté des arguments, je respecte vos arguments, mais bon, c'est aussi ça le débat. Je reste sur ma faim, est-ce que je pense qu'une armée
et c'est le défaut de nos armées. Hein. Aujourd'hui, une armée, pour moi, qui est opérationnelle, c'est une maîtrise sol-air-mer. Sol-air-mer. Il n'y a pas de Oui, mais cela n'empêche pas de collaborer avec autrui. Ça, non, mais je ne suis pas en train de parler de collaboration. Je ne suis pas en train de parler de collaboration. Il y a la collaboration et bien évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle l'ingérence. D'accord? Ça, on pourra parler de cela un autre jour. Pour le cas du Nigeria, par exemple, M. Tinubu n'avait pas à intervenir selon les règles nigérianes. C'est pas moi qui voulu, c'est pas moi qui voulu. Hein? Si, comme je vous ai un peu expliqué la situation, je peux comprendre que vous puissiez dire que, comment on appelle ça? L'idéal aurait été que, comment on appelle ça? L'armée de l'air de notre pays, ait eu comment on appelle ça? La maîtrise de son espace? Non, pas la maîtrise, parce qu'on a la maîtrise de l'espace. Ah bah là, vous l'avez pas compris, hein. Ça, le Nigeria, non, on maîtrise notre espace. Non, c'est pas non, le problème, c'est pas la maîtrise. C'est l'engin. Parce que, je vous explique, monsieur Théodire a même indiqué que les personnes devaient prendre l'aéroport. Et c'est pour cela qu'ils ont tout fait pour ne pas qu'ils prennent. Oui, exactement. Voilà. Oui, donc, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas même votre ciel. Non, c'est ça qui prouve qu'on maîtrise. Quand on parle de cette maîtrise, c'est différent de, on n'a pas le matériel, on n'a pas un avion spécifique, hein. C'est deux choses différentes, hein. On maîtrise notre espace aérien, hein. On sait qui rentre, qui sort, on maîtrise tout, hein. Non, mais c'est pas comme vous savez qui rentre, qui sort, vous pouvez rien faire. Ça sert à quoi? Mais on peut faire, puisque c'est chez toi, mais tu peux rien faire. Hein? Non, mais on sait, regardez bien. On sait qui rentre et qui sort. Et si on veut abattre un avion, vous ne pouvez rien faire. Non, on peut faire quelque chose, puisque quoi mais nous avons, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous avons notre flotte aérienne. C'est pas qu'on n'a pas. Est-ce que vous avez déjà vu un défilé de comment on appelle ça, de l'indépendance du Bénin une fois? Oui, moi je le fait le 1er août. Regardez le 1er août. Vous allez voir. C'est-à-dire la flotte aérienne du Bénin. C'est pas qu'on n'en a pas. Mais pourquoi ces avions-là sont pas levés le jour de l'attaque? Voilà, l'appareil spécifique en question. Mais pourquoi ces appareils se sont pas levés le jour de l'attaque? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Peut-être que c'était pas opérationnel ou en maintenance, je ne sais pas. Moi, je travaille pas dans l'armée. Je travaille pas dans l'armée. Voilà, moi, je vous donne juste des informations. Mais le fait d'avoir demandé l'aide d'autrui ne veut pas dire que vous ne maîtrisez rien et que vous êtes zéro, non, ça c'est... Non! Et en plus, ce qui est... Non, moi, franchement, je le dis pas parce qu'aujourd'hui, c'est vous le Bénin, hein. Moi, je le dis pour les pays africains. Notre vrai